Alors nous allons maintenant appeler à la tribune Elisabeth David, du département des Antiquités égyptiennes, pour nous mettre dans les papiers de Mariette et dans les fouilles du Sérapéum de Saqqara. Dossier complexe, comme elle nous en a déjà un petit peu, nous l'a déjà un petit peu expliqué. Oui, de mon côté, je vais surtout vous montrer des vieux papiers, j'en suis désolée. Je vais vous parler de la documentation d'un ensemble archéologique tout à fait considérable, puisqu'il représentait, au moment de son arrivée au Louvre au XIXe siècle, la moitié de la collection égyptienne, plusieurs milliers d'objets issus du dégagement du Sérapéum de Memphis par Auguste Mariette de 1850 à 1854. Ayant beaucoup fréquenté la biographie de Mariette depuis le début des années 90, je voudrais tout de même commencer par, très brièvement, vous le contextualiser, lui. C'est un homme dont le monde égyptologique, et notamment dans les Hauts-de-France, dont il est un héros régional, vont célébrer l'an prochain le bicentenaire de la naissance. Il est professeur d'histoire et de dessin dans sa jeunesse, et c'est d'abord en autodidacte de province qu'il se prend de passion pour l'Égypte des pharaons, ce qui le mène à Paris, où il obtient des vacations au musée égyptien du Louvre, jusqu'à ce qu'en 1850, l'État lui octroie une mission en Égypte, où il se retrouve à procéder au dégagement d'un très important ensemble cultuel, déjà connu par des sources classiques, sous le nom de Sérapéum de Memphis, et dont la localisation précise faisait partie des objectifs des savants de l'expédition d'Égypte un demi-siècle plus tôt, objectif non atteint. Je voudrais aussi que vous gardiez en mémoire que Mariette est l'âme de la création en 1858 du service des Antiquités de l'Égypte, qu'il dirigera pendant plus de 20 ans jusqu'à sa mort. Avant cette création, les Antiquités égyptiennes bénéficient d'une protection qui est très théorique, avec une ordonnance de 1835 qui reste peu appliquée, faute de personnel, de financement et de locaux dédiés. Dans les faits, les grands gisements archéologiques du pays sont exploités par des récolteurs d'antiquités en tout genre, qui sont bien plus intéressés par les aboutissants que par les tenants de leurs trouvailles. Et en définitive, c'est le vice-roi d'Égypte qui décide seul du sort des antiquités du pays, lesquelles lui servent souvent de monnaie d'échange diplomatique. C'est dans ce contexte-là qu'il faut remettre l'arrivée de Mariette en Égypte à la fin de 1850 et l'entreprise des fouilles à Saqqara, une trentaine de kilomètres au sud du Caire. À cette époque, en effet, on sait déjà que le Sérapéum est là, quelque part. Par exemple, on le sait parce que le Louvre conserve, rentré dans des collections achetées à des consuls plus de 20 ans auparavant, des papyrus grecs trouvés dans le secteur et dont le contenu révèle qu'ils ne peuvent provenir que du Sérapéum. Mais où trouver le Sérapéum sur un terrain tel que celui que vous voyez à gauche, immense, ensablé et jonché de débris qu'on peut dater entre moins 3000 et l'époque romaine? Je ne vais pas vous raconter l'exploration, ça serait un tout petit peu trop long, mais il importe de réaliser que Mariette ne fait pas que chercher des objets. Il veut comprendre l'organisation générale de tout l'ensemble du Sérapéum, comme le montre son plan à gauche, qui couvre une zone de près de 2 km d'est en ouest, l'axe vertical sur la photo, et sur à peu près 1 km nord-sud, avec pour épine dorsale la célèbre longue allée de Sphinx qui lui a servi de fil conducteur au début de la fouille, et dont nous avons 6 exemplaires au musée du Louvre. En un peu plus de 3 ans, Mariette a même vu encore plus large, à en croire ce plan inédit des archives de Veria, à gauche, qui est couvert d'observations de terrain. La hauteur du plan représente pas tout à fait la moitié de la hauteur du plan publié que vous voyez à droite. Donc vous voyez qu'il est aussi allé voir un peu au nord et au sud ce qui se passait. Le travail de Mariette pendant ces un peu plus de 3 ans est réputé mal documenté et mal publié. Je reviendrai sur la publication, mais on va d'abord voir la documentation. Jusqu'en 2008, les archives des musées nationaux ne connaissaient en matière de registres spécifiques au Sérapéum que l'inventaire 7DD10, ici présent, qui est une copie par Mariette de son registre de fouilles. On reconnaît d'ailleurs l'écriture de Mariette sur la couverture à gauche. Les numéros de la première colonne de ces pages d'inventaire ne sont pas des numéros d'inventaire du Louvre, des numéros E, ni les numéros du récolement qui a eu lieu sous Napoléon III, qui sont les numéros N. Ce sont des numéros d'enregistrement sur le terrain que nous caractérisons encore aujourd'hui par le préfixe IM pour inventaire Mariette. Curieusement, les enregistrements de 7DD10 ne suivent pas l'ordre chronologique de la découverte des objets.
Ils ont un autre inconvénient, la dernière ligne de la dernière page que vous voyez ici, la page de droite, porte le numéro 3054. Or, des publications du 19e, des étiquettes anciennes retrouvées sur les objets mentionnent des numéros IM au-delà de 3054. Où fallait-il les chercher? Où avait-on une chance de les trouver? Autre source disponible que je vous ai mis pour mémoire en surimpression, il y avait dispersé au sein du département égyptien des petites fiches dressées par Mariette lui-même de son écriture, sur place manifestement, qui se présentent à peu près comme les pages du registre de fouilles, qui sont donc faites exactement dans le même esprit. Nous les avons rassemblées et celles qu'on a retrouvées aujourd'hui réunies et toutes scannées sont au nombre de 567, très loin donc du total espéré, mais on en retrouvera peut-être encore d'autres. En 2008, coup de théâtre en quelque sorte, puisque une version complète du registre de fouilles de Mariette, qui vivait depuis plus d'un siècle une existence un peu clandestine, a réapparu au Louvre et immédiatement rejoint les archives des musées nationaux sous le numéro 7DD10 bis, numéro dont je risque d'abuser dans les minutes qui suivent. Comme vous pouvez le voir, il ne s'arrête pas à 3054, mais se poursuit sur plus de 80 pages pour atteindre le numéro 6331. On se retrouvait donc avec 3277 objets supplémentaires, brusquement à égalité de documentation de première main, celle de Mariette, avec les 3054 numéros précédents. En 2012, ce registre a été transcrit dans un fichier FileMaker Pro, ce qui permet, à condition de lire le Mariette en version originale, de faire des interrogations ponctuelles et précises par lieu, par date de découverte, par type d'objet. Cette commodité de comparaison avec les objets du Louvre dans leur matérialité, dans leurs étiquettes, dans leur aspect, et la comparaison avec le reste de leur documentation éventuelle a permis dès les premiers mois d'amender des centaines de fiches de la base de données documentaire du musée, et le travail se poursuit encore aujourd'hui. Autre utilité plus anecdotique, sur la gauche avec ce joli tableau, 170 ans plus tard, le Louvre va reprendre les fouilles du Sérapéum et il a suffi d'un clic pour trier selon la bonne colonne le fichier 7DD10 bis et reconstituer au jour le jour l'emploi du temps de Mariette. Vous voyez ici à quoi il a passé ses vacances de Noël 1850. Je vais maintenant vous montrer en deux exemples ce que ce type d'archive peut apporter à la connaissance du contexte de découverte de certains objets du Louvre. Ce petit sarcophage de scarabée n'était auparavant identifié que par un numéro N3357, sans aucune provenance, et n'avait aucune étiquette ancienne permettant de spéculer sur son histoire. Mais dans le registre 7DD10 bis, on remarque tout à fait seul de son espèce cette boîte en calcaire IM4230, donc au-delà du numéro 3054, dont la description et les dimensions concordent. Il est très probable que N3357 et IM4230 ne font qu'un, et que ce sarcophage de scarabée, jadis absolument sans pédigré, est maintenant pourvu d'un lieu et d'une date de découverte d'une assez rare précision. On peut espérer d'autres associations, et notamment en croisant des archives plus nombreuses, dont certaines sont conservées au Louvre même. Dans le cas du numéro de fouille IM222, nous savons que Mariette, où Mariette l'a trouvé et quand. Il donne dans son registre, sur les petites fiches, etc., il donne un lieu et une date de découverte. La statuette, je vous le précise tout de suite, n'est pas encore identifiée dans nos collections. Nous savons quand la statuette a été envoyée en France dans un colis qui est bien identifié par des sources concordantes. Peut-être que vous le voyez à l'écran, la caisse 25 revient régulièrement. Nous pouvons même préciser le nom du bateau qui a transporté cette caisse, vous voyez ici à droite, et la date à laquelle il a quitté Alexandrie. À l'autre bout du voyage, à gauche de l'écran, nous savons que la statuette est bien arrivée au Louvre car une nouvelle description en est faite au déballage. Ce sont des fiches donc de description au déballage qui sont à peu près toutes de la main soit de Barbet Jouy qui était alors vacataire ou de Théodule de Veria, même statut. Nous avons beaucoup de chance dans le cas de cette statuette parce que la description qui a été faite au déballage est bien plus détaillée que celle de Mariette et en particulier elle donne la hauteur de la statuette. Ah, si toute la documentation de Mariette était réunie et si elle était publiée. Hélas, la publication de son chantier colossal a joué de malchance. Le vacataire Mariette, on l'a vu, a fouillé large et il souhaitait publier
publier d'eux-mêmes, ce qui ne s'accordait pas très bien avec l'esprit académique de sa hiérarchie parisienne. Les travaux du Sérapéum commencent par être discrètement livrés au public dans un feuilleton à épisodes d'articles savants et très peu illustrés dans le sévère bulletin archéologique de l'Athénéum français. Après 1857, vous vous le rappelez peut-être, Mariette vit et travaille très dur au Caire, bien loin des objets du Louvre. Il a fait au moins 3 tentatives de publication qui ont toutes avorté, en partie faute d'argent. Le post-fouille, c'est bien connu, est rarement prévu dans les budgets. La publication de référence sera donc posthume au milieu et à partir de ces manuscrits. Je vous montre à droite une page d'un de ces essais de publication conservé à la BNF qui a recueilli les papiers de Mariette achetés par la France à sa mort afin d'éviter leur dispersion. Peine perdue avec un succès très relatif. En effet, on se rend compte aujourd'hui que les retards de publication ont manifestement provoqué dès le 19e siècle des fuites de documents. En 2013, lors d'une mission d'évaluation où j'accompagnais à sa demande le service interministériel des Archives de France, j'ai eu la surprise de reconnaître l'écriture de Mariette sur de très nombreux documents d'un sous-fond datable d'avant 1915 et inclus dans le fond principal objet de la visite. Le catalogue à gauche, sur cette photo à gauche, est un de ces documents. C'est le projet détaillé, daté 1877, d'une publication qui n'a pas vu le jour. Et les dessins de stèles par Gélin, inconnus par ailleurs, contenus dans le même dossier, lui étaient certainement destinés. Ces nouvelles sources s'intègrent sans difficulté à la reconstitution de la documentation entamée en 2012, et je vais essayer de vous le montrer rapidement. Il peut être très difficile de documenter individuellement les oucheptis, ces statuettes funéraires de série qui sont conservées par milliers dans les collections et souvent inventoriées par lot. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Mariette dans son registre de fouilles, ici pour 3 oucheptis. Le catalogue de 1877 est plus précis quant aux propriétaires antiques des oucheptis découverts par Mariette, dont il donne les noms en hiéroglyphes, comme vous le voyez ici. Nous pouvons donc rattacher ces noms aux objets, puisque nous les avons et que nous savons lire. Dans un premier temps, ce nom a permis d'associer les 3 oucheptis qui nous occupent à un numéro de l'inventaire N 769, qui malheureusement regroupe 44 statuettes, sans discrimination. Mais on peut aller plus loin en retournant au catalogue de 1877. Sa première colonne contient des numéros S, comme Sérapéum. La deuxième donne parfois, comme en haut de la page, une correspondance d'époque avec les numéros IM. Aucun registre S n'est identifié à ce jour, mais certains objets portent encore leurs étiquettes S, et c'est le cas de nos 3 statuettes, qui en outre avaient conservé des étiquettes IM, ce qui m'a permis de rétablir le IM dans la colonne au crayon. Je vous rassure, c'est une photographie de travail, je n'ai pas annoté directement l'archive. C'est le cas donc de nos statuettes qui ont pu être définitivement individualisé par le catalogue 1877 et retrouvé grâce à cette DD10 bis, une date et un lieu de découverte. L'ensemble des nouvelles précisions est reporté bien sûr dans Muséum Plus et centralisé dans les fiches FileMaker de 7DD10 bis que le DAE, le département des antiquités égyptiennes, souhaiterait pouvoir partager par mise en ligne au plus tôt. En effet, Mariette envisageait le site du Sérapéum dans sa globalité. Il n'a peut-être pas échappé aux plus observateurs et aux plus rapides d'entre vous que son registre 7DD10 bis contient tous les monuments de la fouille, qu'ils aient été accordés à la France en partage ou non. Il en a même pris en compte certains qui avaient déjà quitté le site avant son arrivée, comme les 6 sphinx de cette fiche, qu'on signalera peut-être un jour à Calcutta ou dans la campagne anglaise. Le Sérapéum, ce sont donc des archives dispersées pour des monuments dispersés. Les quelques exemples que je vous ai montrés prouvent qu'un remembrement, fût-il virtuel, s'avère déjà fructueux et paraît donc s'imposer. Qu'il soit dans l'esprit du travail de Mariette, à mon avis, ne gâche rien. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On voit que non seulement il faut maîtriser tous les documents de toutes sortes, mais également, j'ai bien apprécié cette image de la base FileMaker Pro, donc c'est aussi de restructurer avec les outils d'aujourd'hui tous les éléments de savoir. Donc, on en reparlera. Alors, je dois dire que c'était très facile parce qu'il avait fait son registre en colonne, sinon ça aurait été plus compliqué. Ouais.